Et tout de suite, on retrouve Raphaël Audouard pour sa chronique. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Alors la semaine dernière, la police roumaine a arrêté le favori de la prochaine élection présidentielle, Călin Georgescu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il se passe ? En effet, on a assisté la semaine dernière à l'arrestation de Georgescu, qui est un candidat nationaliste, qui est le favori des prochaines élections présidentielles. Il a ensuite été inculpé pour trouble à l'ordre constitutionnel, trouble à l'ordre public et fausses déclarations concernant les sources de financement des campagnes électorales. En plus de cette inculpation, il est interdit d'apparaître dans les médias pour 60 jours et 47 perquisitions ont eu lieu dans le domicile de certains de ses partisans. Donc symboliquement, Călin Georgescu a été arrêté alors qu'il était en chemin pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle et cela risque de plonger le pays un peu plus dans la crise politique. Est-ce que vous pourriez peut-être nous représenter d'ailleurs Călin Georgescu ? En fait, c'est un candidat nationaliste, il est d'ailleurs issu du parti nationaliste AUR, l'Alliance pour l'unité des Roumains, qui est un parti qu'il a quitté il y a quelques années. C'est un profil assez original qui a des propos chocs, parfois parfois excessifs. Il a d'ailleurs une imagerie assez étonnante. Il fait beaucoup de vidéos TikTok où on le voit faire du judo, faire de la natation. Il copie un peu le style de Poutine, dont il est d'ailleurs un admirateur. Mais quand on va au-delà de ses propos et de ses polémiques, c'est surtout un candidat patriote et conservateur qui propose un retour aux valeurs traditionnelles orthodoxes, qui propose aussi une défense de la souveraineté roumaine. C'est aussi un candidat plutôt social sur les questions économiques, puisqu'il propose une nationalisation d'une partie de l'économie roumaine et une défense des services publics, et d'ailleurs soutenu non seulement par des partis nationalistes, mais aussi par des partis de gauche, notamment le Parti socialiste roumain. Et c'est surtout un candidat anti-système et anti-corruption, dans un contexte où, au pouvoir en Roumanie, aujourd'hui, nous avons une coalition entre le grand parti de droite, le Parti national-libéral, et le grand parti de gauche, le Parti social-démocrate, qui dirige aujourd'hui la Roumanie, mais qui est très régulièrement accusé de corruption. Donc, en fait, dans ce contexte où la gauche et la droite sont alliés, les partis patriotes et ce candidat apparaissent en fait comme la seule alternative dans un contexte où on a une grande coalition qui a été minée par de très nombreux scandales de corruption. Alors justement, il y a les médias occidentaux qui le présentent comme un candidat pro-russe. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, Raphaël Audouard ? En fait, ce qui est vrai, c'est qu'il est admirateur de Poutine, qu'il a critiqué le soutien de la Roumanie envers l'Ukraine et qu'il est critique de l'OTAN. Ce serait caricatural d'en faire un candidat pro-russe complètement aligné sur le Kremlin. D'ailleurs, il n'est pas opposé à l'intégration à l'OTAN. Il est aussi un admirateur de Trump. D'ailleurs, J.D. Vance, dans son discours de Munich, l'a soutenu et a dénoncé ce qui se passait aujourd'hui en Roumanie. On va être plus qu'un candidat pro-russe, c'est surtout un candidat non aligné. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est pas sortir la Roumanie du bloc occidental, mais c'est cesser l'aide à l'Ukraine et avoir des relations apaisées avec Moscou, sachant que la Roumanie est un pays qui a une économie assez en difficulté et que forcément ce soutien à l'Ukraine pèse sur l'économie roumaine. Par ailleurs, il faut remarquer que lors des élections législatives qui avait lieu le même jour en novembre dernier que les élections présidentielles, la coalition entre les sociaux-démocrates et les nationaux libéraux ont remporté les élections législatives. Donc on aura de toute façon un gouvernement social-démocrate et libéral. Tout ce que peut faire en fait le président, c'est essayer d'influencer ce gouvernement pour le tirer dans un sens plus patriote, plus conservateur et plus non aligné. Donc, au-delà des provocations du personnage, dans son positionnement, nous sommes plus face à quelqu'un qui ressemble à Viktor Orban qu'à un agent de Poutine. Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans le pays ? En fait, la Roumanie connaît une très grave crise politique depuis le premier tour, depuis les premières élections présidentielles qui ont eu lieu en novembre dernier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, les élections législatives et présidentielles avaient lieu en novembre dernier. Sauf que lors du premier tour des élections présidentielles, on a assisté justement à la victoire surprise de ce candidat populiste qui arrivait en tête avec plus de 20% des voix, là où les sondages lui en promettaient 2 fois moins. En plus de ça, le candidat du Parti social-démocrate au pouvoir, qui était le grand favori des élections, a été devancé pour la 2e place par une candidature libérale qui est passée devant lui à 0,03% des voix. Donc c'est vraiment très très serré. Et du coup, on s'est retrouvé à second tour entre 2 candidats qui n'étaient pas du tout attendus, et avec ce candidat populiste qui bénéficie d'une très forte dynamique de campagne, et en face de lui, une candidate libérale très peu soutenue, et dont on pouvait craindre qu'elle n'allait pas obtenir un très bon report de voix de la part des sociaux-démocrates. Donc en fait, tout indiquait que Georgescu allait remporter l'élection présidentielle, mais coup de théâtre, quelques jours avant le second tour, la Cour constitutionnelle a annulé le second tour, en fait. Donc elle a annulé l'élection, elle a dit en fait il y aura pas de second tour, on arrête l'élection et on la reporte du coup là en mai prochain. Le prétexte c'était une ingérence russe sur TikTok, mais du coup le problème c'est que évidemment le peuple roumain a très mal vécu cette intervention du juridique dans le monde politique. Et là, d'ailleurs, dans les sondages, après cette annulation, Georgescu est le nouveau favori pour cette élection, et certains sondages lui promettent le double score au premier tour, 35 voire 40% des voix dès le premier tour. Et alors, quelles sont les raisons de cette annulation ?
Officiellement, ce serait une ingérence russe sur TikTok, où les Russes seraient intervenus sur TikTok pour soutenir pour produire des vidéos en faveur de Georgescu, pour mettre en avant certaines de ces vidéos. Dans les faits, c'est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. C'est aussi difficile d'y voir autre chose qu'une décision politique. D'autant plus qu'avant les élections, une autre candidate, cette fois-ci réellement pro-russe, avait été empêchée de se présenter par cette même cour constitutionnelle. Et dans les arguments, il y avait notamment le fait qu'elle remettait en cause l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne et à l'OTAN, ce qui, d'après la Cour constitutionnelle, est contraire à la constitution roumaine, en fait. Donc, c'est-à-dire que critiquer l'appartenance de la Roumanie à l'OTAN suffit à ne pas pouvoir se présenter aux élections présidentielles, d'après cette Cour. Donc, on voit que c'est une Cour très politisée. Et d'ailleurs, cette décision a été critiquée par une grande partie de l'échiquier politique du pays, y compris d'ailleurs des hommes politiques, sociaux-démocrates ou libéraux. On peut aussi remarquer que la semaine dernière, Georgescu a été condamné, en tout cas, du fait de son inculpation, ne peut pas en fait apparaître pendant 60 jours dans les médias roumains. Et 60 jours, en fait, ça correspond à toute la durée de la campagne électorale. C'est-à-dire qu'il pourra réapparaître dans les médias roumains que quelques jours avant le premier tour. Donc c'est une attaque énorme contre sa possibilité de faire campagne. Et ça ne choque pas la Cour constitutionnelle. Donc en attendant, en soutenant une telle décision, l'Union européenne sera coupable d'un affaiblissement de la démocratie en Roumanie. Mais c'est pas la première fois que l'Union européenne refuse les résultats d'une élection-ci. Tout à fait. Déjà, on peut rappeler le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, qui était revenu par le traité de Lisbonne. Mais si jamais on regarde de façon plus proche de nous, ces dernières années, on a eu l'Union européenne a refusé de reconnaître le résultat des élections en Géorgie, a refusé de reconnaître la défaite des candidats pro-européens. En Serbie, elle continue à soutenir les manifestations contre le président Vučić, qui là aussi a remporté les élections il y a quelques années. C'est d'ailleurs ces refus de reconnaître des résultats des élections qui expliquent en partie le discours de Munich de J.D. Vance, qui a critiqué notamment ce qui se passe aujourd'hui en Roumanie. Alors, il ne faut pas être naïf, il y a évidemment des soucis démocratiques en Europe de l'Est et en Europe centrale et dans les Balkans. Il y a parfois localement des fraudes, c'est des démocraties qui sont encore assez neuves. Mais ces problèmes-là apparaissent un peu partout en Europe de l'Est et l'Union européenne ne s'en préoccupe que quand ça concerne des candidats qu'elle considère comme pro-russes. C'est par exemple de la Moldavie, par exemple. L'année dernière, le candidat pro-européen a remporté les élections en Moldavie. Il y a aussi des accusations de fraude et là, l'Union européenne n'en parle pas. Donc au final, l'accusation de soutien à la Russie devient un prétexte pour l'Union européenne pour diaboliser des partis patriotes et justifier en fait une remise en cause des élections dans ces pays. Mais cela est en fait très contre-productif quand on regarde le résultat concret. Mais alors justement, en quoi est-ce que c'est contre-productif de la part de l'Union européenne ? Ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne accuse tous ces candidats patriotes d'être pro-russes et les médias occidentaux relayent cette propagande de l'Union européenne. Mais dans les faits, en fait, quand on regarde le programme de ces partis, on se rend compte que la plupart de ces partis sont loyaux envers l'Alliance occidentale, sont favorables à l'intégration européenne, sont favorables au maintien dans l'OTAN ou à l'adhésion à l'OTAN, sont en réalité des partis qui souhaitent conserver en fait des relations apaisées avec Moscou pour diverses raisons. Ça peut être des raisons économiques, dans le cas de la Hongrie ou dans le cas de la Roumanie par exemple. Ça peut être des questions géographiques, dans le cas de la Géorgie qui est un tout petit pays frontalier de la Russie. Le gouvernement géorgien a conscience qu'avoir des bonnes relations, ou en tout cas des relations relativement apaisées avec Moscou, est la seule chose qui le protège d'une invasion concrètement. Ça peut être aussi des raisons culturelles, dans le cas de la Serbie ou de la République serbe de Bosnie, parce que le peuple serbe a des relations avec le peuple russe. Donc pour toutes ces raisons, ces partis en fait souhaitent conserver des relations apaisées, voire amicales avec la Russie, mais tout en restant clairement dans le bloc occidental. Et en fait, expliquer à ces pays qu'ils doivent choisir entre être dans le bloc occidental et avoir des relations apaisées avec Moscou, ça fait en fait que les jeter dans les bras de la Russie. C'est d'ailleurs le sens du discours de J.D. Vance, qui a critiqué justement cette stratégie occidentale, cette stratégie européenne de refuser en fait, de reconnaître ces spécificités locales. Et donc cette stratégie est contre-productive, elle est même absurde maintenant que Donald Trump est au pouvoir et qu'il cherche lui aussi à avoir des relations apaisées avec la Russie. Donc au final, en fait, si l'Occident veut continuer à avoir de l'influence dans ces pays-là et ne veut pas que ces pays rompent complètement avec le bloc occidental, elle devrait accepter qu'il puisse y avoir des spécificités géopolitiques et diplomatiques dans ces pays et rejeter un peu cette stratégie actuelle d'exiger un alignement systématique et complet sur les intérêts de Bruxelles. Oui, puis en l'occurrence, du coup, Georgescu passe pour un martyr du système. Alors même s'il peut pas parler dans les médias, ça peut quand même jouer en sa faveur. Oui. C'est ça, puisque comme je l'ai dit, là, dans les sondages, il est entre 35 et 40%, bien au-delà de ce qu'il a fait lors du premier tour. Donc au final, les peuples réagissent réagissent très mal à ces interventions, à ces ingérences de Bruxelles, qui est vu comme antidémocratique et comme un manque de respect aussi. Il faut bien voir que ces pays-là souvent souffrent de l'idée que l'Europe de l'Ouest les méprise. Et du coup, en fait, ces interventions-là apparaissent comme une forme de mépris pour ces peuples et pour leur démocratie.
Et probablement a raison d'ailleurs, c'est bien triste. Bon, merci beaucoup Raphaël Audouard pour cette chronique. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Merci.